il a toujours eu des relations très complexes avec son père et avec son frère, et je dirais même avec ses frères, puisqu'il est non seulement le fils aîné, avec lequel les relations vont être un peu ambiguës, puisqu'il a passé 3 ans en prison avec lui en Espagne. Et ça les a pas liés. Avec le frère aîné, justement, je dirais l'ambiguïté apparaît, enfin, la difficulté apparaît moins qu'avec le troisième fils, avec qui lui était resté en France et qui là va avoir des relations extrêmement tendues, d'autant que François Ier, son aîné mort, rejettera son affection sur son dernier fils, et donc l'autre fils qui est désormais l'aîné voit son père, avec lequel il est déjà en difficulté, se rapprocher de son frère cadet. Ça devait être une situation extrêmement difficile, et il est vrai que par la suite, alors, je ne sais pas si on peut vraiment faire le lien, mais on a envie, on peut le penser. Les ambassadeurs nous décrivent un être taciturne, un peu maussade parfois, enfin, non, plus taciturne que maussade, en tout cas peu engageant d'une certaine manière, d'un abord peut-être un peu difficile, et c'est peut-être évidemment lié à cette situation. Mais néanmoins, il a entretenu, en dépit de ce caractère, une cour extrêmement brillante, où il savait toujours... Enfin, quand on relit la journée type que décrit Catherine de Médicis pour son mari, on voit que c'est quelqu'un qui n'était pas, à part, et qui engageait la conversation très facilement une fois que le sujet était lancé, qu'on pouvait l'aborder quand on était un de ses sujets, et qu'il n'avait pas de difficulté après à avoir une conversation avec lui. Et il avait reçu une éducation classique. Tout à fait, mais encore une fois, on le devine plutôt qu'on ne le sait, parce qu'on n'a pas encore du coup d'informations sur son éducation proprement dite. On voit qu'il a une certaine culture, mais en revanche, on ne peut pas savoir comment s'est passée son éducation. Il est perçu comment de son vivant, justement, comme à la fois taciturne et sociable? Déjà, il est perçu comme un bel homme. Oui. Les ambassadeurs italiens, enfin comme son père. Il est un peu plus petit que son père, mais malgré tout, on le décrit comme un homme grand. Grand homme, ça pourrait avoir un sens différent, mais un homme grand, brun, et qui a une beauté évidente. On ajoute donc ce caractère taciturne, mais c'est là vraiment ce que le topo, c'était des dépêches d'ambassadeurs finalement, que ces deux aspects, un homme qui s'impose et en même temps qui est plutôt taciturne. On en est venu à la mésestimée. Vous avez parlé les mésaventures, les malheurs de la fin du règne, au moins sur le plan de la guerre. Est-ce que la comparaison justement avec François Ier a joué aussi? Sans doute, en tout cas, pas forcément là directement pour les contemporains, mais encore aujourd'hui, c'est ce que je disais en introduction, François Ier s'impose comme un personnage très, très connu. 1515, Marignan, tout le monde a ça en tête. Et Catherine de Médicis, elle aussi, est un personnage qui a, pour d'autres raisons, essentiellement liées à Alexandre Dumas peut-être, mais en tout cas, qui est présent dans la mémoire. Et même aussi, finalement, la reine Margot sont là aussi, à nouveau peut-être Alexandre Dumas et Isabelle Adjani aussi par ailleurs. Sa belle-fille est plus constituée, oui. Mais non, sa fille en l'occurrence, oui, la reine Margot. Oui, tout à fait, oui. Il a autour de lui une galaxie de personnages qui sont un peu écrasants pour certains et qui finalement le laissent un peu dans l'ombre. Ok. Et sur le plan politique, c'est pourtant un meilleur monarque que son père, il est plus impliqué. En tout cas, très impliqué, ça c'est sûr. Alors, meilleur, du coup, c'est le grand débat. Faut-il faire la paix, faut-il faire la guerre? C'est un débat qui est sans fin, je dirais. Est-ce qu'il fallait faire la paix alors que la France était en position moyenne? Ou est-ce qu'il fallait relancer la guerre pour espérer reconquérir une position forte et la faire la paix à ce moment-là? C'est un débat qu'on peut avoir. Je ne sais pas ce que j'aurais fait dans la situation, mais en tout cas, il est clair qu'il a laissé un royaume avec des frontières stables, qui vont rester une stabilité des frontières qui va rester présente durant un siècle, jusqu'au traité de Westphalie. C'est finalement le traité du Cateau-Cambrésis qui pose la stabilité européenne, et donc il a légué ça à l'Europe. Okay. Parce qu'on dit souvent que sous François Ier, c'est Louise de Savoie qui est aux affaires, plus que le roi... En tout cas, peut-être au début du règne, mais enfin bon, après... mais effectivement, François Ier est un personnage à nouveau complexe. On sait très bien que Louise de Savoie est une femme particulièrement habile, qui a pris des décisions très fortes durant la captivité de François Ier, et je rappelle que, à ce sujet, elle est très proche de ses petits-enfants, qu'elle adore énormément et qui apparemment lui rendaient bien, mais que c'est elle qui prend la décision de les envoyer en otage en Espagne, puisqu'il y avait la possibilité soit d'envoyer sinon un certain nombre de grands chefs militaires et de grandes aristocraties, donc de décapiter la France, de laisser la France sans défense. Elle prend la décision, qui devait être assez difficile, mais qu'elle a prise d'envoyer ses petits-enfants en otage. Donc aussi, vous voyez, effectivement, là, une femme très forte, et à côté, Henri II apparaît lui comme l'homme qui a vraiment en main le gouvernement du royaume, et qui gouverne par lui-même au sens premier du terme. D'accord, c'est un roi de guerre aussi. Tout à fait, ça c'est clair, c'est un roi de guerre qui a été en guerre très, très souvent tout au long de son règne. Au début, les premières années du règne sont des années de paix,
en tout cas de paix apparente, puisqu'on a quand même une première expédition en Écosse qui est soi-disant menée par les Lorraines, mais évidemment c'est la France d'Henri II qui œuvre en sous-main. C'est beaucoup plus simple pour les relations diplomatiques internationales de dire que ce sont les Lorraines, frères de la reine régente, de la reine douairière, qui n'est pas régente, pardon, qui agissent, mais il est évident que Henri II est à la manœuvre, et il agit ainsi donc indirectement, mais par la suite, oui, les fronts sont ouverts et de façon très claire, et on peut reparler à nouveau de la trêve de Vaucelles qu'il signe en 1956, et même si c'est l'appel du pape, il prend la décision de relancer la guerre alors qu'il venait signer la trêve pour plusieurs années. Donc on voit que c'est effectivement un roi qui militairement est très actif, jusqu'à donc se décider à prendre cette décision du traité de Cateau-Cambrésis, mais qu'il faut lier aussi au fait qu'il y a vraiment deux factions à la cour très fortes, avec justement toujours un jeu d'équilibre qu'il sait assez bien mener entre les deux factions. Il y a la faction Guise qui est en faveur de la guerre. François de Lorraine est évidemment en première ligne sur ces fronts, à la fois au sens figuré et au sens pratique, puisqu'il est l'un des grands militaires du règne. Et à côté de ça, il y a Anne de Montmorency, le connétable de France, qui, tout chef des armées qu'il est, mène manifestement une vision plus apaisée des relations internationales, et on le voit très bien qu'au moment justement du traité de Cateau-Cambrésis, c'est Montmorency qui gagne. Il a été fait prisonnier, mais il va mener la négociation avec les Espagnols pour aboutir à cette paix que le duc de Guise, lui, n'approuve pas forcément, bien au contraire. Est-ce qu'on connaît l'influence qu'ont pu avoir Catherine de Médicis est une grande diplomate, on le saura après. Est-ce qu'on connaît l'influence qu'ont pu avoir ces femmes, Catherine de Médicis et Diane de Poitiers, sur le roi? C'est très difficile à dire. Alors, il est évident que, s'il faut traiter les deux séparément, il est assez clair que Diane de Poitiers est l'amie du roi dans tous les sens du terme, mais aussi sans doute une conseillère assez avisée. En tout cas, il s'ouvre assez sans doute librement à elle. Est-ce qu'il prend en compte ses conseils? Ça, c'est beaucoup plus difficile à savoir, mais il y a sans doute une confiance là, mutuelle de base. Et pour Catherine de Médicis, son rôle est très, je dirais, n'apparaît pratiquement pas, mais il y a quand même des occasions où on voit tout d'un coup sa présence. Et il faut rappeler la suite du désastre justement de Saint-Quentin, où le roi Henri II s'occupe de l'aspect militaire de la riposte, de stabiliser le front, de lever une armée, et comme il faut de l'argent, c'est le nerf de la guerre, il envoie Catherine auprès de la ville à Paris pour demander de l'argent, des subsides. Elle y va avec ses dames, ce qu'elle obtient, elle obtient les secours demandés, et donc on voit là que non seulement elle a la confiance sur un moment extrêmement stratégique, si jamais il y a le moindre problème, si ça capote le moins du monde, les problèmes vont être considérables, et elle obtient donc les secours, et donc non seulement elle a dû être habile sur place, mais elle avait la confiance ici du roi qui lui accorde. Est-ce qu'on connaît son rapport aux femmes en général? Il est presque moderne avec Diane de Poitiers, justement. Je ne sais pas, en tout cas, Diane de Poitiers, il faut rappeler, n'est pas la seule maîtresse d'Henri II. Oui, mais il est d'une fidélité incroyable. À sa maîtresse, oui. Oui et non, il faut rappeler qu'ici même, à Saint-Germain-en-Laye, se noue une autre histoire avec un personnage peut-être moins connu aujourd'hui que Diane de Poitiers, qui est Lady Fleming, qui est la tante de Marie Stuart, sa tante, parce qu'elle était elle-même la fille illégitime de son grand-père, le roi d'Écosse, et elle était la gouvernante de sa nièce. Elle l'avait accompagnée en France, et on expose un portrait présumé d'elle, où elle est entièrement nue, allongée, et elle sera donc la maîtresse d'Henri II, ce qui entraînera une fureur non négligeable de Diane de Poitiers, et ils auront ensemble un enfant qui sera duc d'Angoulême, ce qui montre à nouveau que la fidélité est quand même relativement relative. Il a le rapport de son époque. Et son rapport aux enfants, on le connaît, à ses enfants? Oui, on a clairement un père aimant, je dirais, même si ça peut nous paraître bizarre, encore une fois, d'avoir ses enfants à distance, mais c'est au contraire à la fois une pratique normale et une preuve de vouloir justement les soigner, et surtout donc d'avoir ces échanges, pas tout à fait quotidiens, mais extrêmement récurrents. Les lettres sont sans cesse en nous disant « donnez-nous des nouvelles, même s'il ne se passe rien, ça fera plaisir au roi d'avoir des éléments ». Et il faut penser, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais qu'on expose une lettre qui en soi n'a rien à voir avec notre sujet, ça donne des nouvelles de la cour de façon générale, et puis tout d'un coup on nous dit, entre deux autres sujets, le roi est allé en poste à Saint-Germain pour voir ses enfants. Et ça, c'est vraiment, pour le coup, la lettre est très intéressante, parce que lorsqu'on sait en général que le roi est à Saint-Germain-en-Laye, parce qu'il a avec lui la cour, et donc on prend des édits, on prend des ordonnances, et donc ça laisse des traces.
Mais en revanche, lorsque le roi s'échappe tout seul pendant 3 heures, en général, on n'en a jamais de traces. Et donc, il faut penser que, outre donc, les 58 jours moyennes qu'il passe ici chaque année, eh bien, il a dû faire un certain nombre de fois l'aller-retour quand il est à Paris ou dans d'autres résidences d'Île-de-France, ou même d'un peu plus au nord où il peut faire la route, de venir comme ça, passer quelques heures, voir ses enfants et repartir. Et ça, pour le savoir, c'est évidemment impossible en temps normal, parce que, évidemment, ce qu'on a, c'est la correspondance qui lui est envoyée que lorsqu'il n'est pas là. Lorsqu'il est là, on ne lui écrit pas. Et donc, c'est vraiment juste cette mention qui révèle, je dirais, une pratique qui témoigne encore une fois de ce souci quotidien d'avoir de ses enfants, même s'ils sont élevés au loin. Est-ce qu'on sait comment ils vivent ici, à la cour? Comment on vit une journée? Une journée, oui, alors on le voit très bien, grâce à un document très important, et très connu d'ailleurs, par ailleurs, qui est une lettre qu'écrit Catherine de Médicis, après la mort d'Henri II, sans doute à Henri III, c'est peut-être à Charles IX, mais plutôt à Henri III, où elle raconte la journée qu'il devrait avoir, en disant « Du temps du roi votre grand-père et de votre père, on faisait les choses bien, et donc voilà ce qu'il faisait, voilà ce que vous devez faire. » Et alors évidemment, c'est une journée un peu idéale, qui n'est pas liée à un lieu particulier, ça pourrait aussi bien se passer à Fontainebleau, etc. Mais quand on connaît particulièrement bien ici le fonctionnement, les affectations des pièces, etc., on peut, en suivant cette lettre, retracer la journée type d'Henri II, les cheminements à travers les espaces. Et donc on voit que la journée commence dans sa chambre, qu'on peut parfaitement localiser, où il se réveille, donc on fait rentrer un certain nombre de personnes dans la chambre qui attendaient dans la salle à côté. Ensuite suit l'habillement du roi, en lien avec la garde-robe, puis vient ensuite le conseil du roi, très important, puisqu'il est réuni autour d'Henri II, un certain nombre de conseillers particulièrement appréciés, donc un petit conseil du matin qui permet de définir les grandes orientations politiques, les grandes démarches militaires, et donc le gouvernement du royaume au proprement dit. Puis ensuite, après un premier temps de délassement, s'il y a eu le temps après le conseil, vient le premier repas de la journée, le premier grand repas, qui se tient dans la salle du roi, qui est très bien connue, qui est juste devant la chambre, avant la garde-robe, qu'il faut traverser une petite couloir qui permet de longer la garde-robe, où là se tient le dîner, le premier repas, qui a lieu donc dans une salle à table qui est dressée pour l'occasion au fond de la pièce, à l'opposé de la porte d'entrée, et il y a là, on sait, un monde fou qui s'entasse dans la pièce, avec quelques gardes qui protègent l'accès au roi.